Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais proposer une correction du partiel de physique quantique, donc L3, semestre 2, année 2019-2020, donc partiel qui a eu lieu le 7 mars 2020. Vous trouverez l'énoncé sous la vidéo, enfin un lien vers l'énoncé sous la vidéo. Donc le partiel comporte deux exercices en fait, l'un qui porte sur l'oscillateur harmonique quantique et l'autre sur un système de deux particules de spin 1,5. Donc, on va corriger ça. Alors, on va commencer par le premier exercice sur l'oscillateur harmonique. Alors, c'est un oscillateur harmonique modifié. On va voir de quelle façon. Alors, on considère une particule de masse m dans un espace à une dimension. Donc, oscillateur harmonique à une dimension. Donc, exactement comme dans le cours. Enfin, c'est vraiment les choses qu'il faut savoir. Après, on peut toujours affiner. Mais, donc, soumise à une interaction modélisée par un potentiel harmonique de raideur k. Donc, c'est typiquement... Comme un ressort, avec une énergie potentielle 1,5 de kx2. Alors qu'on préfère noter en termes de la pulsation propre, donc c'est noté également 1,5 de m oméga 2 x2, tout ça est donné bien sûr dans l'énoncé. Alors première question, donner l'expression de l'opérateur hamiltonien H0 pour ce système quantique en fonction de m, oméga et des opérateurs usuels X et P. Bon, ça c'est évidemment le début du début. Donc c'est l'opérateur hamiltonien, il faut juste se souvenir que ce n'est rien d'autre que l'opérateur associé à la grandeur énergie, classiquement. Donc il y a un terme, c'est l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc le terme cinétique, 1,5 de MV2 ou P2 sur 2M, devient P2 sur 2M, mais avec l'opérateur P, bien sûr, qui agit dans l'espace des états du système quantique considéré, plus donc 1,5 de kx2, 1,5 de m oméga 2 x2, mais toujours pareil, la grandeur x est remplacée par l'opérateur x qui agit donc dans l'espace des états, l'espace de Hilbert qui qui rassemble l'ensemble des états du système quantique. Donc ça, c'était la première question, il n'y avait rien de spécial à dire. Rappelez sans démonstration l'expression des énergies propres En de ce hamiltonien, ainsi que leur degré de dégénérescence, et on nous dit qu'on note petit n les états propres associés. Donc ça, c'est vraiment la base du cours. L'oscillateur harmonique, on l'a résolu une fois pour toutes. Tous les oscillateurs harmoniques, donc c'est-à-dire qui ont un hamiltonien qui se met sous cette forme-là, donc caractérisé par une masse et une pulsation propre, eh bien, ont pour état propre donc un ensemble de vecteurs qui sont les vecteurs propres de cet opérateur. Vous savez que donc il y en a en nombre infini, mais discret, dénombrable, donc en fait qu'on peut labelliser par les entiers, et l'énergie propre associée, c'est h bar oméga, facteur de n plus 1,5. Donc pour tous les n dans n, tous les entiers. Donc ça, évidemment, il faut le savoir, c'est vraiment le résultat central pour l'oscillateur harmonique, avec cette particularité essentiellement quantique, qui est que l'état fondamental, l'état de plus basse énergie, correspond à donc n égale 0 ici, mais donc correspond à une énergie qui n'est pas nulle, contrairement, donc vous avez un oscillateur harmonique X, vous présentez classiquement son énergie potentielle, ça fait 1,5 de kx2, enfin en décidant d'appeler 0 la position d'équilibre. Donc on avait vu que n'importe quel système qui a une position d'équilibre stable, au voisinage pour des petits déplacements autour de la position d'équilibre, évidemment, ça correspond à... on peut toujours approximer l'énergie potentielle par une parabole, donc un potentiel harmonique. Donc, si j'appelle 0 la position d'équilibre, j'ai ici... alors, classiquement, justement, je parle de position d'équilibre, ça c'est classique, c'est-à-dire que si je mets une particule ici avec une vitesse nulle, une impulsion nulle, eh bien voilà, elle ne va pas se mettre à bouger toute seule, et donc on a la position d'équilibre. Ça, classiquement, c'est absolument impossible, parce que si on a un système qui est dans un état d'énergie, un état de position bien défini, par exemple, on dit il est là, effectivement, ce système, eh bien, il ne peut pas avoir une impulsion bien définie, en vertu de la relation de Heisenberg. On doit toujours avoir, on ne peut pas avoir et une position bien définie et une impulsion bien définie. Donc, si on dit qu'on est absolument là, alors oui, à ce moment-là, on
on a une impulsion dont la valeur moyenne ne sera pas nulle. Enfin, la valeur moyenne sera peut-être nulle, mais pas la moyenne de son carré. Hein. Donc, il y a bien une énergie associée. Inversement, si on a une vitesse bien définie, par exemple 0 si on veut être à l'équilibre, alors on ne peut pas être en un point particulier. Et donc voilà, il n'est pas possible d'avoir une énergie nulle, parce que ça, classiquement, ça veut dire qu'on a une position et une vitesse ou une impulsion bien définie. Ça, c'est impossible. Donc, c'est ce qui est traduit ici. L'état fondamental A pour énergie, E0 égale 1,5 de h bar oméga. Puis on a un premier état excité eh bien, avec h bar oméga de plus, 3,5 de h bar oméga, puis 5,5, puis 7,5. Donc on a l'état fondamental, le premier état excité, je le réécris là, juste pour se remémorer la situation, 5,5 de h bar oméga, etc. Donc on a des niveaux d'énergie qui sont équidistants, en fait, séparés à chaque fois par toujours la même grandeur, ce qu'on appelle donc le quantum d'énergie associé à l'oscillateur harmonique, E égale h bar oméga, enfin ce quantum d'énergie. Et donc, essentiellement, ce système peut se trouver, alors il peut avoir n'importe quel, enfin il peut se trouver dans un état qui est n'importe quelle combinaison linéaire de ces états à énergie bien définie, mais si un état correspond à une énergie bien définie, cette énergie ne peut être que 1,5 de h bar oméga, 3,5 de h bar oméga, 5,5, etc., etc. Voilà, donc c'est ça l'oscillateur harmonique, je rappelle juste les grandes lignes. Donc là, on nous demandait simplement de rappeler ça, et on nous demandait également le degré de dégénérescence, donc ça aussi il faut le savoir. Pour chaque valeur propre, l'espace, le sous-espace propre, donc associé de l'espace des états associé à la valeur propre en question, est de dimension 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux états orthogonaux qui ont la même énergie. Donc, voilà, il n'y a qu'un état fondamental, à une constante près, bien sûr. Pareil pour tous les autres états. Bref, on avait démontré ça dans le cours. Je vous renvoie aux vidéos correspondantes ou à n'importe quel cours, n'importe où. C'est vraiment archi classique. Bien, alors, c'était le deuxièmement. Troisièmement, rappelez sans démonstration l'expression de H0. Ah oui, d'accord, l'expression de H0 en termes des opérateurs d'échelle, et ça, on nous les redonnait, en termes de l'opérateur d'échelle A et A croix. Alors, on nous donne A, qui est racine, donc avec le préfacteur dimensionnel ici, M oméga sur 2 h bar, facteur de X, plus IP sur M oméga. Donc, c'était sympathique, on nous les redonnait. Donc, on a A qui vaut ça. Et donc, on veut écrire H0 en termes de A et de A croix, qui est donc l'adjoint de A. Alors, l'adjoint de A, c'est quoi? C'est racine de M oméga sur 2 h bar, puisque c'est un nombre réel. Donc, quand on passe à l'adjoint, on devrait passer au complexe conjugué, mais c'est lui-même. Donc, X croix, mais X croix, évidemment, c'est X, puisque X est un opérateur auto-adjoint. Et là, donc si on passe à l'adjoint, on passe au complexe conjugué, plus I devient moins I, et à nouveau, ce serait P croix sur M oméga, mais évidemment, P croix, c'est P, donc voilà. Donc on a A et A croix, donc vous voyez que à partir on a deux variables ici, ou deux opérateurs variables X et P, et c'est le changement de variable, si vous voulez, qui fait passer à A et A croix. Donc on a H0 exprimé en termes de P et de X, et on veut l'exprimer en termes de A et A croix. Mais on nous demandait de l'écrire sans démonstration, parce que ça c'est archi classique, et évidemment il faut savoir ça. Si vous ne le saviez plus, ce qui serait dommage, évidemment ça se retrouve. Hein. L'idée c'est de simplement, vous inversez ce système, vous écrivez X en fonction de A et A croix, et P en fonction de A et A croix, vous les mettez là-dedans, on utilise les relations de commutation, et puis on obtient H en fonction de A et A croix. Hein. Donc ça se fait, mais c'était demandé sans démonstration, bien sûr, parce qu'il faut savoir que H s'écrit H bar oméga, facteur de A croix A, plus 1,5 de l'identité, bien sûr. Et donc, c'est de là, d'ailleurs, hein, qu'on tire que les énergies propres, ce sont justement les H bar oméga, facteur de N plus 1,5, puisque cet opérateur-là, qui est l'opérateur nombre de quanta d'énergie, donc nombre d'excitation
de l'oscillateur harmonique, cet opérateur qui est auto-adjoint, a justement pour spectre, pour ensemble de valeurs propres, les entiers et rien d'autre. Donc c'est comme ça que d'ailleurs qu'on a établi le spectre de l'oscillateur harmonique. On a fait ce changement de variable justement pour faire apparaître cet opérateur dont il est facile de montrer que ses valeurs propres sont ce qu'elles sont. Et donc ça permet, en fait, on résout le spectre et les valeurs propres, les vecteurs propres de l'oscillateur harmonique en faisant ce changement de variable. Donc il faut vraiment connaître ça. Hein. Ici, tout est quasiment rappelé, mais voilà. Donc il fallait écrire ça sans démonstration nécessaire. Bien. Alors, quatrièmement, montrer que l'opérateur position x peut s'écrire x égale x0 facteur de a plus a croix. Vous voyez, justement, c'est justement le changement de variable inverse. Écrire x en fonction de a plus a croix, ça saute aux yeux. Si on fait ça plus ça, les p vont s'en aller et on va avoir a plus a croix qui vaut 2 fois ça fois x. Donc 2 fois ça fois x, ça fait racine de 2m oméga. Donc a plus a croix, ça c'est racine de 2m oméga sur h bar fois x. Bon, et du coup, on voit immédiatement que, effectivement, donc, x peut se mettre sous cette forme-là, avec simplement x0 qui est égal à h bar sur 2m oméga racine. Voilà, donc ça répond à la question. Bon, de toute façon, x0 est donné comme ça. Donc, quand bien même... on peut faire la suite avec le x0. Il se trouve que x0 vaut ça, mais tout le reste peut se faire sans avoir sa vraie valeur. On va quand même la noter dans un coin, car on en ait besoin à un moment ou à un autre. J'ai effacé l'herbe, mais ce n'est pas grave. C'est redonné dans l'énoncé. Donc je note simplement pour mémoire que x0, c'est racine de h bar oméga, de h bar sur 2m oméga. Très bien. Alors, question 5. Vérifier que x0 a les dimensions d'une longueur. Ah oui. Alors, quelque part, ça se voit ici. Oui, à condition que A et A croix soient sans dimension. Alors, on va plutôt le faire. On nous les a donnés, il faudrait calculer la chose. Donc, en fait, on va vérifier que ça, c'est bien dimension d'une longueur. Alors, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire un peu brutalement, simplement en regardant la dimension h bar. C'est quoi la dimension de h bar? H bar, c'est des joules secondes. Hein, donc, c'est une énergie fois un temps. Donc, des joules secondes. Alors, les joules, c'est... Je vais l'écrire, c'est des kilogrammes mètre carré seconde moins 2. Hein, joules, c'est une énergie, c'est-à-dire une masse fois un demi de mv2, une masse fois une vitesse au carré. D'accord? Donc, c'est des joules secondes, donc fois des secondes. Ça, c'est h bar. Divisé par, le 2, on s'en fiche. M, c'est des kilogrammes. Et oméga, c'est des radians par seconde. Pulsation, mais donc les radians, c'est sans dimension. C'est un angle, un rapport de longueur. Donc, c'est juste des par seconde, donc des secondes moins 1. Et donc, vous voyez ici, on a des secondes moins 1, ici aussi. Les kilogrammes s'en vont. On a donc des mètres carrés pour ce truc-là. Si on prend la racine, on a bien des mètres. Donc, oui, x0 est bien une longueur. Très bien. Bon, une autre façon de faire, hein, c'est simplement, par exemple, vous mettez ça au carré. Vous avez x0 carré, du coup, qui vaut h bar sur 2m oméga. Donc, en fait, ça vous fait 2m oméga x0 qui vaut h bar. Si vous remultipliez à gauche et à droite par oméga, on a ici m oméga 2 x0 carré. Donc, vous voyez que ça, c'est une énergie potentielle si x0 est une longueur, et ça, c'est bien une énergie. Hein. Donc, effectivement, ça nous dit, puisque ça, c'est une énergie, pour que ça soit une énergie, il suffit de regarder là pour voir qu'il faut bien que x0 soit une longueur. Ce n'est pas parce que ça s'appelle x0 que c'est une longueur, mais c'est parce que c'est une longueur qu'on l'a appelé x0. Bref, donc c'est ce qui permet d'adimensionner. Et du coup, puisque x0 est une longueur, vous voyez que A et A croix sont bien sans dimension, eux. Bien, bon, ça c'était ça. Ah oui, et la deuxième partie, c'est en déduire... Ah non, pardon, ah oui. D'accord, non, c'était une question, mais il y avait un petit préambule avant. Ah oui, un petit préambule, c'est ça. Donc, en plus de l'interaction harmonique, celle-là,
la particule est soumise à une autre interaction. C'est pour ça qu'on parle d'un oscillateur harmonique modifié. Donc l'oscillateur harmonique est soumise, la particule est soumise à une autre interaction, de sorte que le hamiltonien possède un terme supplémentaire. Donc le hamiltonien complet du système qu'on étudie, ce n'est pas juste le H0 qu'on avait, c'est H0 plus un autre terme qui est mu x sur x0. Alors justement, ce x0-là, donc vous voyez que du coup tout ça c'est sans dimension. Et justement, on nous demande, donc la question, donc ça c'était donné en préambule avant, donc on nous demandait de vérifier que la dimension de x0 c'est bien une longueur et d'en déduire la dimension de mu. Et donc on voit bien que la dimension de mu, puisque du coup ça c'est sans dimension, la dimension de mu c'est celle du hamiltonien et donc c'est une énergie. Donc mu est une énergie. Voilà. Donc ça c'était juste un petit préalable. Ça peut nous servir, ça va nous servir en fait quand on va regarder l'homogénéité de toutes les grandeurs qu'on va pouvoir écrire par la suite. Le mu qu'on rajoute ici, c'est une énergie. Bon, très bien. Donc vous voyez la situation. D'ailleurs, c'est tout de suite la question 6. La question 6, c'est à quelle situation physique un tel hamiltonien peut-il correspondre? Eh bien, vous voyez qu'en fait, donc là, vous vous rappelez, ça c'est P2 sur 2m plus 1,5 de m oméga 2 x2. Donc en fait, ça c'est l'énergie cinétique. Classiquement, c'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique. Et puis là, il y a juste une autre énergie potentielle. Donc en fait, vous rajoutez au système eh bien, une force supplémentaire. Cette énergie potentielle, 1,5 de m oméga ou 1,5 de kx2, là, ou m oméga 2 x2, évidemment, cette énergie potentielle est associée à une force qu'on connaît très bien. La force est toujours moins gradient de l'énergie potentielle, n'est-ce pas? Et la force associée à cette énergie potentielle élastique, là ici ça ne dépend que de x, donc ça fait moins d de P sur dx ux. Et bien sûr, cette force s'écrit, il suffit de faire la dérivée, et ça fait moins kx ux. Donc c'est la force de rappel d'un ressort. Si on le modélise comme ça, n'importe quel oscillateur harmonique qui a donc une énergie comme ça, vous pouvez mettre m oméga 2 à la place, il y a une force de rappel proportionnelle au déplacement. Donc c'est la force élastique. Et simplement là, il y a juste une autre force en plus, associée à une énergie potentielle donc, qui classiquement vaut mu x sur x0. Et donc si je regarde la force associée à ça, F égale moins gradient de ça, donc ça va faire moins d de ce nouveau EP sur dx ux, ça ne dépend que de x, et donc ça fait simplement moins mu sur x0 ux, voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez qu'en fait, l'oscillateur harmonique, en plus de la force de rappel harmonique, il est soumis à une force supplémentaire qui ne dépend pas de sa position, donc ne dépend pas de son état. Donc en fait, ça correspond à une particule soumise à un champ extérieur qui est uniforme. Par exemple, ça peut être un électron. Si c'est un électron qui est au bout du ressort, là, évidemment c'est schématique, qui est soumis à une force de rappel harmonique, eh bien en plus il peut y avoir un champ électrique, par exemple, d'accord, qui fait qu'il subit une force F égale, une force supplémentaire, F égale QE, c'est-à-dire moins E, voilà. Et donc ça c'est tout, voilà. Et donc si vous mettez E dans la direction X, eh bien c'est exactement cette forme-là. Vous avez un champ supplémentaire qui vient agir sur la particule et un champ uniforme. Donc ça ne dépend pas de la position, donc ça ne va pas dépendre de l'état de la particule. Il y a toujours cette force supplémentaire. Donc ça peut être ça, le modèle physique. Ça peut être tout simplement un ressort, toujours classiquement, ça peut être un ressort suspendu au bout, une masse suspendue au bout d'un ressort dans un champ de pesanteur uniforme. Et donc par rapport à la vraie position d'équilibre qui devrait être le ressort avec sa longueur à vide, eh bien en fait, vous avez la position d'équilibre correspond à une extension, une petite extension, bien sûr, puisqu'il y a cette force supplémentaire. Donc vous devez avoir une extension de delta x qui fait que justement la force du champ extérieur, mg, vient compenser, en norme, vient compenser la force moins kx, en norme, en valeur absolue. Bref, mg égale k delta x, là.
Et donc, ça, vous voyez que ça vous déplace la position d'équilibre. De même, là, si vous avez un champ électrique, par exemple, on va le faire dans l'autre sens, qui repousse la particule par là, eh bien la position d'équilibre, ce ne sera pas le ressort avec sa longueur à vide, mais le ressort un petit peu comprimé, de telle façon que la force de Coulomb vient compenser la force élastique. Bon, donc vous voyez le type de situation physique. Cette question, c'est juste pour faire prendre un petit peu de recul et pas foncer tête baissée d'aller faire des calculs avec un Hamiltonien. La question, c'est qu'est-ce que c'est ce Hamiltonien? Vous voyez que c'est simplement, vous avez rajouté un terme à l'énergie potentielle, donc juste, il y a une interaction en plus, et cette interaction, en l'occurrence, elle est très simple. Ici, elle donne une énergie potentielle proportionnelle à x, donc c'est une force constante. Voilà, tout simplement. Ok, et donc vous voyez que l'oscillateur harmonique, quelle que soit l'image que vous prenez, il est perturbé, et donc ça va modifier sa position d'équilibre, c'est-à-dire son état fondamental en fait. Position d'équilibre, ça c'est la version classique. La version quantique, c'est son état fondamental qui peut correspondre à une nouvelle énergie et à donc un nouvel état. C'est en fait la position médiane, si vous voulez, enfin, correspondant parler de position quantiquement, c'est compliqué, mais si vous voulez, la moyenne des positions, la moyenne quantique, va éventuellement être décalée. Alors, c'est justement ce qu'on va voir. Alors, la suite des... Ah, j'ai effacé mon x0. C'était quoi? Parce que je crois que j'en aurais besoin. C'était racine de h bar sur 2m oméga. Si on fait A plus A croix... Ouais, c'est ça. Donc, on nous rappelle, ça c'est un petit cadeau, c'est gratuit, on nous rappelle l'action de A sur les états propres de l'oscillateur harmonique non perturbé. Donc je vous rappelle les N là, ce qu'on appelle la base de Fock, c'était d'ailleurs, le nom était rappelé à ce moment-là dans l'énoncé. On nous rappelle l'action de cet opérateur d'échelle A. Alors, on appelle ça opérateur d'échelle justement pour ça. On a des niveaux d'énergie comme ça, E0, E1, E2, etc. Alors, l'opérateur A fait descendre d'un cran. Hein. Si vous êtes excité 3 fois, ça passe à 2, etc. Et alors ça, c'est le facteur qui permet que les vecteurs en question soient normés. Et A croix, appliqué à n, A croix fait monter d'un cran dans l'échelle des énergies. Et donc, c'est racine de n plus 1, n plus 1. Donc à chaque fois, en fait, la racine, c'est le plus grand des nombres ici. Et donc A fait baisser d'un cran, A croix fait monter d'un cran. Bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était rappelé. Donc, on nous demande de calculer H appliqué à n de manière très générale. Bon, H, donc on a vu que H, c'était H0, H0 plus... Donc, ce sera H0n plus, c'était x0 facteur de 1 plus a croix, tout ça appliqué à n. Bon, il n'y a rien à faire. H0 appliqué à n, par définition, ça fait en, par définition de n. Hein. Ce sont les états propres de H0 pour la valeur propre en, où en, je vous rappelle une dernière fois, c'était h bar oméga facteur de n plus 1,5. Et puis ça, il suffit donc plus x0. Alors, A appliqué à n, donc ça fait racine de n, n-1, plus A croix appliqué à n, donc plus racine de n plus 1, n plus 1. Bon, voilà, il y a... Enfin, non, pardon. Non, pardon, ça c'est x. Non, excusez-moi. Non, h... Oui, pardon. H, c'est H0, excusez-moi, plus, parce que je m'en aperçois tout de suite, parce que ce n'est pas homogène. Évidemment, c'est plus le nouvel opérateur, c'est ça. Donc, en fait, c'est plus... j'ai appliqué ça, mais il faut que je fasse fois mu sur x0. Hein, donc, en fait, c'est mu, ça, voilà. Donc, c'est mu qui est là, bien sûr. Et là... Justement, on a calculé la dimension de mu exprès avant. Mu, c'est bien une énergie, et donc tout ça est bien homogène, bien sûr. Hein. Donc voilà, ok. Donc j'applique A plus A croix, parce que c'est x, mais il ne faut pas que j'oublie le préfacteur devant.
Ok, donc voilà. Alors par exemple, ensuite on nous demande, à partir de ça, de représenter l'opérateur H comme une matrice dans la base des n, justement, dans la base de Fock. Alors évidemment, ce n'est pas une vraie matrice, puisqu'elle a un nombre infini dénombrable de lignes et un nombre infini de colonnes. Donc ce qu'on nous demande, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut se contenter de nous donner le coin supérieur gauche. Hein, c'est-à-dire, on va avoir h de 0 développé sur les 0, 1, 2, 3, n, h de 1 développé sur les 0, 1, 2, 3, n, h de 2, et puis bon, et puis ça ira bien, quoi. Hein, d'accord ? On va faire le coin supérieur gauche. Alors voyons à partir de simplement ça, h appliqué à 0, eh bien ça fait, alors E0 ici, c'est 1,5 de h bar oméga 0, plus, parce que l'énergie fondamentale, c'est 1,5 de h bar oméga, on le retrouve là, plus, alors racine de 0 ici, ça fait rien, tant mieux, parce que n-1, enfin, le vecteur moins 1, il n'existe pas, hein, donc dans le cas, ça c'est valable strictement que pour n plus grand que 1, mais en fait, non, c'est valable aussi pour n pas plus grand que 1, c'est juste que du coup, ça fait racine de 0, c'est bien le vecteur nul, pas le vecteur 0, le vecteur nul. Donc ça fait ça, plus mu racine de 0 plus 1, donc racine de 1, évidemment, racine de 1, ça fait 1, mais voilà, 1. Ensuite, si j'applique h à 1, ça me fait, alors, du coup, 3,5 de h bar oméga 1, plus, eh bien, plus mu appliqué à 1, donc plus mu racine de 1, 0, plus mu racine de 2, 2. H appliqué à 2, ça va me faire 5,5 de h bar oméga, E2 cette fois, sur 2, lui-même, plus mu racine de 2, 2 moins 1, c'est-à-dire 1, plus mu racine de 3, 2 plus 1, 3. Et puis pareil, etc., etc. Donc en fait, on peut écrire la représentation, je vais effacer tout ça, la représentation matricielle de H dans la base des 0, 1, etc. C'est, alors on écrit H de 0 en développement, donc on a 1,5 de H bar oméga sur le premier vecteur, plus mu racine de 1. Je mets les racines de 1 parce qu'on verra tout de suite l'évidence, enfin, on voit tout de suite la récurrence arriver là. Et puis 0 par ailleurs. L'image du premier vecteur, alors c'est sur 0, j'ai mu racine de 1. Ensuite, j'ai 3,5 de h bar oméga. Ensuite, j'ai, sur le deuxième, j'ai mu racine de 2. Et puis après, que des zéros. L'image du deuxième vecteur, enfin du troisième vecteur qui est le vecteur 2, donc j'ai rien sur 0. Sur 1, j'ai mu racine de 2. Sur 2, j'ai 5,5 de h bar oméga. Et sur 3, j'ai mu racine de 3. Et ensuite que des zéros. Bon, et puis si je continue, je vais avoir 0, 0. Je vais avoir ici mu racine de 3. Ici 7,5 de h bar oméga. Ici mu racine de 4. Et puis 0, 0. Et puis etc. On continue sur la diagonale comme ça. Bon, voilà. Donc, voilà ce que donne la représentation matricielle de H dans la base de Fock. Et bien sûr, hein, vous voyez que, alors, sur la diagonale principale, sur la diagonale principale, vous avez les valeurs propres non perturbées de l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire qu'effectivement, si mu égale 0, là, dans notre hamiltonien, si mu vaut 0, on retrouve l'oscillateur harmonique. Donc il faut que si je mets mu égale 0 quelque part, je retrouve tous les résultats habituels. Donc si mu égale 0, effectivement, j'ai plus ces termes non diagonaux là, et je retrouve l'opérateur hamiltonien écrit dans la base de ces vecteurs propres avec ces valeurs propres qui apparaissent sur la diagonale, bien sûr. Simplement, effectivement, si mu n'est pas nul, eh bien, j'ai des termes ici supplémentaires. H n'est plus diagonale dans cette base, tout simplement parce que cette base n'est plus la base des vecteurs propres du nouvel hamiltonien. C'est la base des vecteurs propres de lui,
mais pas du Hamiltonien complet. Par contre, vous voyez bien sûr que H est toujours un opérateur auto-adjoint, hein, c'est-à-dire que là, cette matrice est égale à sa transposée conjuguée. Hein. Là, etc. Bon, bref. Donc voilà le Hamiltonien en question. Je regarde l'heure qu'il est, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, donc ça c'est fait, on se contente. Voilà, on se contentera du point supérieur gauche. Bon, bah c'est fait. Alors, vérifiez que la restriction de l'opérateur H au sous-espace correspondant aux deux premiers niveaux d'énergie, c'est-à-dire 0, 1, donc, la restriction de H au sous-espace, là, ici, des deux premiers niveaux, de l'opérateur non perturbé. Ah, ça y est, j'ai effacé encore. Ah, il est encore là. Décidément, si ça se trouve, je ne vais même pas en avoir besoin, mais il me semble que oui. Donc, bon, enfin, on a mis 2 secondes à le trouver, on le retrouverait aussi. Mais... bon, bref. Alors, oui, on nous demande de vérifier que la restriction de H à ce sous-espace, donc H réduit, enfin, on nous demande de vérifier que, donc on l'écrit H réduit, et que c'est 1,5 de H bar oméga mu 3,5 de H bar oméga. Donc effectivement, puisqu'on a manifestement, on ne s'est pas trop trompé jusque-là, on retrouve bien donc la restriction de H à ce sous-espace-là, c'est bien ce qu'on nous dit. Donc c'était donné dans l'énoncé de façon à ce que si jamais on n'était pas arrivé là, on puisse quand même dérouler la suite sans problème. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ce sous-espace n'est pas stable par H, hein, parce que, par le H complet, hein, parce que effectivement, H appliqué au vecteur 1 fait sortir de l'espace. Il y a un terme ici hors de l'espace. Mais néanmoins, on nous demande de nous concentrer sur ce sous-espace-là et de voir ce qui se passe. Donc dans ce sous-espace, la matrice effectivement se comporte comme ça. Vous pouvez vérifier bien sûr qu'elle est hermitienne aussi. Hein. La restriction d'une matrice hermitienne est toujours hermitienne. Hein. C'est un bloc, si jamais un des blocs là n'était pas hermitien, la matrice globale ne serait pas hermitienne. Donc ça, on peut dire que c'est un parfait hamiltonien pour un certain système. Donc voilà, c'est la restriction, si vous voulez, de l'oscillateur harmonique perturbé aux deux premiers états, en fait, en quelque sorte. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est quels sont les nouveaux états propres et les nouvelles valeurs propres de ce hamiltonien, donc perturbé, sachant que manifestement, le vecteur propre 0 et le vecteur propre 1, qui était vecteur propre de l'opérateur H0, de l'oscillateur harmonique non perturbé, manifestement, ces deux vecteurs propres ne sont plus vecteurs propres du nouvel hamiltonien, c'est ce que j'ai déjà commenté là, parce qu'il y a des termes non diagonaux ici. Donc, il va y avoir de nouveaux vecteurs propres associés à de nouvelles valeurs propres, et donc ce qu'on nous demande, c'est quels sont-ils? C'est-à-dire, en gros, regardons dans le spectre d'énergie de l'oscillateur harmonique, comment la perturbation par l'ajout d'un champ extérieur sur l'oscillateur harmonique modifie, je ne sais plus comment j'ai dit, donc regardons comment l'ajout de cette force supplémentaire modifie donc les valeurs propres et les niveaux d'énergie en fait de l'oscillateur harmonique. Voilà, donc, alors ça c'était la question 8, mais qui n'était pas une question, enfin il n'y a pas de point associé à ça, c'est juste vérifier que ce qu'on a là, c'est là. Si c'est le cas, bah, on est content, et si ce n'est pas le cas, bah, on se dit, mince, c'est embêtant, mais on va au moins pouvoir faire la suite. Alors donc, on démarre de là. La question 9, c'était calculer justement les valeurs propres lambda prime 0 et lambda prime 1 de ce nouvel hamiltonien et donner leur expression approchée, en effectuant un développement limité au premier ordre non nul en mu sur h bar oméga. Dans le cas, donc bien sûr, si on fait un développement limité, dans le cas où mu est petit devant h bar oméga. Hein, donc on a déjà vu que mu, c'était bien les dimensions d'une énergie. Donc on va faire un développement limité en mu sur h bar oméga, au premier ordre non nul, évidemment, à la première correction du fait de cette force supplémentaire. Donc en fait, physiquement, ça veut dire qu'on considère que la perturbation, le nouvel hamiltonien qui vaut l'ancien non perturbé plus mu x sur x0, cette petite perturbation est justement petite, on rajoute un petit champ, mais on ne va pas complètement bouleverser la structure d'oscillateur harmonique, juste on va effectuer une petite modification. Et quelle est-elle? Donc c'est ça la question. Alors, quelles sont les nouvelles
valeurs propres. Bon, bah, vous savez tous calculer les valeurs propres d'une matrice de 2. Hein, on calcule le déterminant, par exemple. Hein, c'est une façon de faire de h réduit moins lambda fois l'identité de 2. Hein, puisqu'on est dans cet espace réduit. Et donc ça fait... allez, je l'écris, h bar oméga moins lambda, mu 3,5 de h bar oméga moins lambda. Et donc ça fait, alors il y a un terme en lambda 2. Le terme en lambda, il va y avoir moins 3,5, moins 1,5, donc moins 2 h bar oméga lambda. Et puis il y a les termes sans lambda. Donc il y a ici, j'ai 3/4 de h bar oméga carré. Donc plus 3/4 de h bar oméga carré, moins mu2, hein, ça fois ça, moins ça fois ça, donc moins mu2. Sauf erreur. Ça a l'air d'être ça. OK, et donc, on impose que ça égale 0, et les racines de déterminant de ça égale 0 sont justement les valeurs propres cherchées. Donc il faut juste résoudre cette équation deuxième degré à coefficient constant, donc c'est complètement trivial. Alors on voit que lambda, je vais me mettre là, je n'ai plus besoin de ça. On voit que lambda, on de ça d'ailleurs, peut-être, bon, c'est donné. Je vois que j'ai deux solutions, bien sûr. J'ai lambda, je peux appeler lambda plus moins, qui vaut, alors, il y a le 2 là, donc on va prendre le discriminant réduit. Donc ça fait moins b', donc h bar oméga, plus ou moins racine de, alors b'2 moins ac, a vaut 1, donc h bar oméga au carré, moins, eh bien moins ça, donc moins 3/4 de h bar oméga carré, moins ça, donc plus mu2. Donc voilà les solutions. Alors, ça vaut ce que ça vaut. 1 moins 3/4, ça fait 1/4. Donc voilà. Et puis, alors c'est bien homogène. Énergie au carré, racine, ça fait bien énergie, etc. Je vais mettre en fait en facteur, je vais faire sortir, parce qu'on veut le développement limité pour mu petit devant h bar oméga. Petit devant h bar oméga sur 2 aussi, c'est pareil. Donc je vais mettre ça en facteur. Donc ça fait h bar oméga plus ou moins h bar oméga sur 2 au carré, mais sous la racine, donc ça fait ça, racine de 1 plus 2 mu sur h bar oméga, le tout au carré. D'accord? Ça fait 4 mu2 sur h bar oméga carré, 4 mu2 sur h bar oméga carré. Donc si j'ai bien mis h bar oméga sur 2 en facteur. OK, c'est bon. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est sympathique. Alors ça, ce sont les valeurs propres, les nouvelles valeurs propres, donc qui correspondent aux deux premiers niveaux d'énergie perturbés avec mu. Alors on est content de retrouver, enfin j'espère que si mu vaut 0, du coup ça fait 0, donc racine de 1, ça fait 1. Et on retrouve bien h bar oméga sur 2 moins h bar oméga moins h bar oméga sur 2. Donc on retrouve bien 1,5 de h bar oméga sur 2 et avec le signe plus 3,5 de h bar oméga sur 2. Donc on retrouve bien que si mu vaut 0, c'est une bonne façon de vérifier qu'on n'a pas dit trop de bêtises, si mu vaut 0, on retrouve les énergies des deux premiers niveaux de l'oscillateur harmonique non perturbé, donc c'est très bien. Alors si c'est perturbé avec une petite perturbation, on va faire le développement limité. Donc, en fait, avec le signe moins, c'est ce qui correspond à l'état fondamental, parce que s'il n'y a pas de mu 0, c'est bien lui qui donne 1,5 de h bar oméga 0. Donc, on a lambda prime 0 pour l'état fondamental, qui vaut ça avec le signe plus, mais donc, si on développe au premier ordre non nul, ça fait 1 plus 1,5 de 2 mu sur h bar oméga au carré. D'accord? Et donc, ça fait, alors, donc ça fait bien h bar oméga sur 2, plus une correction, moins, en fait, le 0, c'est pour le signe moins. Donc, moins ça fois ça. Alors, il y a 4 en haut et 2 fois 2 en bas qui s'en vont. Il y a h bar oméga carré en bas et h bar oméga juste en haut, et 2 mu 2. Donc, ça fait, avec le signe moins
mu2 sur h bar oméga. Donc voilà lambda prime 0. Et lambda prime 1, eh bien, c'est pareil, mais avec le signe plus cette fois. Donc le premier terme, la non perturbée, on retrouve la valeur lambda 1, en fait, la valeur initiale 3,5 de h bar oméga, plus une correction. Alors cette fois, c'est avec le signe plus, mais en fait, du coup, c'est la même correction, en fait. Donc plus mu2 sur h bar oméga. Donc voilà les deux nouvelles valeurs propres, donc correspondant aux deux premiers niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique perturbé. Donc ça vaut ce que ça vaut. Ben, très bien, ça vaut ça. On est content. Alors, au premier ordre non nul. Donc ce que vous voyez, c'est que le premier ordre non nul, en fait, il est au deuxième ordre, en mu sur h bar oméga, puisque ça c'est mu sur h bar oméga carré au carré fois h bar oméga. Donc la correction est au deuxième ordre, en fait, en mu sur h bar oméga. Bon, ben, très bien, c'est comme ça. Alors, question 10. Montrer que l'on peut écrire ces valeurs propres sous la forme lambda prime 0 égale lambda 0 moins delta E et lambda prime 1 égale lambda égale lambda 1 plus delta E. Donc effectivement, c'est le cas. C'est exactement ça. Et on voit que delta E, alors évidemment, on nous demande ce que vaut delta E. Voilà. Et donc delta E, ça se lit là-dessus. Si on ne s'est pas trompé, c'est mu2 sur h bar oméga. C'est bien les dimensions d'une énergie, puisque mu est une énergie. Voilà. OK. Donc vous voyez ce qui se passe. On a notre oscillateur harmonique non perturbé avec 1,5 de h bar oméga, 3,5 de h bar oméga, 5,5 de h bar oméga, etc. Bon, on s'intéresse qu'aux deux premiers niveaux. Et ce qu'on voit, c'est que la perturbation extérieure va en fait... Alors, c'est ça. La perturbation extérieure va écarter en fait les niveaux, va faire baisser le niveau fondamental de delta E et va faire monter le niveau fondamental, exactement d'autant d'ailleurs, ça pourrait être différent, enfin là c'est le cas, c'est ce qu'on voit, au premier ordre non nul. Alors évidemment, s'il y avait les termes correctifs, ce ne serait pas forcément d'autant. En tout cas, là, au premier ordre non nul, vous voyez que ce qui se passe, c'est que la présence du champ extérieur vient écarter les niveaux d'énergie. Donc il n'y a plus, entre les deux premiers niveaux, il n'y a plus h bar oméga maintenant entre les deux. Il y a autre chose, il y a h bar oméga plus 2 delta E. OK, c'est très bien. Alors voilà, la question qui devait arriver arriva. Maintenant, on nous demande évidemment les vecteurs propres associés, c'est-à-dire les nouveaux états propres qu'on va noter donc 0' et 1'. Donc quand mu vaut 0, pour l'opérateur non perturbé, on a lambda 0, donc cette valeur propre-là, et le vecteur propre associé, c'est 0. Et on a 1 pour cette valeur propre-là. Très bien. Et maintenant, donc, pour notre opérateur, pour notre oscillateur modifié, je peux effacer ça. On a le nouveau hamiltonien, donc qui vaut, alors c'était h réduit, donc il valait 1,5 de h bar oméga, 3,5 de h bar oméga. Ça, ce serait juste ça s'il n'y avait pas de perturbation, mais c'est perturbé, il y a un mu là. Et donc, on cherche les vecteurs propres de ça, associés à chacune des valeurs propres. Alors, c'est ce qui nous est précisé dans l'énoncé. Évidemment, on cherche ça au premier ordre en mu sur h bar oméga. Parce qu'on a déjà... ça, c'est déjà des valeurs approchées. Donc, ce n'est pas la peine maintenant d'avoir un calcul parfait, complet, à l'ordre infini en mu sur h bar oméga, parce que de toute façon, c'est déjà faux au-delà du premier ordre ici, du premier ordre non nul. Donc, on va rester à l'ordre le plus bas et on va chercher donc l'expression de 0' et de 1', évidemment dans la base des 0 et des 1. On reste dans la base non perturbée, c'est-à-dire, enfin plus exactement, on exprime ce que valent les nouveaux états propres du nouveau hamiltonien dans la base des anciens. Comment on fait ça? Alors, c'est intéressant de faire intervenir un petit peu de sens physique. On regarde une petite perturbation, mu petit devant h bar oméga. Donc,
ça, vous voyez que ça modifie un petit peu les valeurs propres, et pareil, ça va modifier un petit peu les vecteurs propres. Hein. Donc, si vous voulez, 0', ça va s'écrire comme alpha 0 plus bêta 1, mais évidemment, il va y avoir beaucoup de là, et là, très peu. Hein. C'est-à-dire que si on fait tendre mu vers 0, on doit retomber pour 0' sur 0, avec pas de composante sur 1. Donc, en fait, il va y avoir une petite modification, une correction au premier ordre en mu sur h bar oméga, ou peut-être au deuxième, ou peut-être au troisième. Enfin, on va regarder le premier ordre non nul, on va bien voir ce que ça donne. Et l'essentiel du poids, si vous voulez, va être ici. Alors, si ça, c'est vecteur propre, évidemment, ça aussi, c'est vecteur propre. D'accord? Je peux multiplier n'importe quel vecteur par vecteur propre par n'importe quel nombre, ça reste vecteur propre. Hein. Alors, il y aurait que si alpha était 0, ben justement, alpha n'est pas 0. Si alpha était 0, ça voudrait dire que 1 est passé de nouveau vecteur propre, ce qui est évidemment absurde. Et puis, de toute façon, on voit bien que cette matrice n'est pas diagonale, donc 1 n'est pas vecteur propre. Donc voilà, on va chercher un vecteur propre sous cette forme-là. Pourquoi je fais ça? Parce que et là, je peux mettre un nombre dont je peux anticiper qu'il va être petit, justement. C'est la petite correction qui doit tendre vers 0 quand mu tend vers 0. Donc comme je me place pour mu petit devant h bar oméga, ça va être quelque chose de cette forme-là. Alors après, je peux le renormaliser. Alors voyons ce que ça donne. Donc j'ai ça. Donc je veux imposer que ce vecteur est vecteur propre. Je cherche celui qui est vecteur propre de ça pour la valeur propre lambda prime 0. Donc si je fais ça fois 1 epsilon, ce vecteur-là, je dois trouver lambda prime 0 fois 1 epsilon. Donc j'ai ici deux équations, mais puisque je sais que lambda prime 0, c'est-à-dire deux équations, j'ai ça fois ça plus ça fois ça qui vaut ça, et ça fois ça plus ça fois ça qui vaut ça. Mais puisque je sais que lambda prime 0 est valeur propre, je sais, enfin, si je vérifie une de ces équations, l'autre le sera vérifié aussi, évidemment. Hein. Je n'ai pas pris n'importe quel lambda, j'ai pris une valeur propre. J'ai dit vecteur propre, je vais dire valeur propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça fois ça plus ça fois ça égale ça, et puis je vais avoir la solution. Oui, je vais avoir la solution. Donc j'ai 1 demi de h bar oméga plus mu epsilon. Je prends la première ligne de cette égalité. Égale lambda prime 0 fois 1. Donc égale lambda prime 0. OK, mais lambda prime 0, c'est 1,5 de h bar oméga moins mu 2 sur h bar oméga. Bon, bah donc clac, clac, et j'ai directement epsilon qui vaut moins mu sur h bar oméga. Bon, bah très bien. Donc voilà, j'ai mon vecteur propre associé à lambda 0'. Je vais l'écrire exactement ici. Donc c'est moins mu sur h bar oméga. Donc 0', c'est 0 moins mu sur h bar oméga 1. Bon, alors là, on pourrait se dire ce vecteur propre, il n'est pas normé. Je vais le normer. Alors pour le normer, c'est facile. Hein, il suffit de diviser par racine de la norme au carré. Et la norme au carré, c'est alors la norme au carré de ce 0', en fait, donc ça fait ça au carré plus ça au carré, donc c'est 1 plus mu sur h bar oméga, le tout au carré. Mais en fait, donc la norme, c'est racine de ça, donc au premier ordre, ça fait 1 plus 1 demi de ça. Voilà. Mais en fait, on nous dit dans l'énoncé, une normalisation approximative sera suffisante et approximative à l'ordre petit o de mu sur h bar oméga. Eh bien, à petit o de mu sur h bar oméga, comme vous voyez que là, c'est une correction au deuxième ordre, en fait, au premier ordre en mu sur h bar oméga, en fait, cette norme, c'est déjà 1. En fait, ce vecteur n'a pas l'air normé, parce qu'il y a un terme en plus, mais le terme plus va changer la norme à l'ordre 2, et comme on a décidé de se mettre à l'ordre 1, donc ça a été bien précisé dans l'énoncé pour pas aller... Enfin, ceci dit, il n'y a pas de souci, on peut diviser par cette norme-là, mais ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où, de toute façon, ça c'est déjà une approximation au premier ordre non nul, puisque lui,
c'est déjà une approximation au premier ordre non nul. Donc, si vous rajoutez ici une correction qui va faire intervenir que des mu sur h bar oméga au carré, alors que vous avez déjà cet ordre-là, c'est déjà l'ordre d'au-dessus. Donc, l'ordre d'au-dessus, il ne veut rien dire, en fait, puisqu'on l'a déjà abandonné. On a renoncé à l'ordre du dessus. Simplement, enfin, voilà, parce qu'on a pris une petite perturbation. On regarde la perturbation au premier ordre. Donc, en fait, ce vecteur-là, ce vecteur propre, ce nouveau vecteur propre nouvel hamiltonien, il n'a pas l'air normé, mais en fait si. Il est normé à l'ordre où on travaille, c'est-à-dire un mu sur h bar oméga, eh bien il est normé, donc ce n'est pas la peine de le retoucher. Donc voilà la réponse. Alors pareil pour lambda prime 1. Donc cette fois, ce qui va se passer, c'est que le nouveau 1 prime maintenant, ben lui, ça va être aussi, il se développe comme ça. Simplement, il va être en fait il va être très proche de 1, et donc je peux écrire alpha sur bêta 0 plus 1, c'est pareil, hein, si ça c'est vecteur propre, ça aussi, enfin, pardon, il ne faut pas mettre égal, il faut dire que, enfin, je peux le réécrire, enfin, je peux chercher un vecteur propre comme ça, c'est ça que je dis, évidemment, ça c'est pas égal à ça, c'est juste bêta fois, c'est divisé par bêta, mais si ça c'est vecteur propre, ça aussi c'est vecteur propre, donc je vais chercher ce vecteur propre, et puis je m'attends bien sûr à trouver ici une quantité qui va être petite. Peut-être pas la même, mais en tout cas une quantité qui va être petite, puisque quand, encore une fois, quand mu tend vers 0, ça doit tendre vers 0, ça doit être égal à 0 au bout du compte. Donc en fait, j'ai ici le vecteur epsilon 1 qui doit donner quelque chose de proportionnel à lui-même pour la valeur propre lambda prime 1. Bon, bah, cette fois, je peux prendre la deuxième équation, par exemple, et je vais avoir mu fois epsilon plus 3,5 de h bar oméga fois 1 qui doit être égal à lambda prime 1. Donc mu epsilon plus 3,5 de h bar oméga égale lambda prime 1, c'est-à-dire justement 3,5 de h bar oméga, la valeur non perturbée, plus mu 2 sur h bar oméga. Et donc vous voyez qu'on obtient, de façon tout à fait analogue, on obtient le nouveau vecteur 1' qui vaut donc epsilon 1 avec epsilon qui vaut, enfin, ouais, ça s'en va. J'ai donc epsilon qui vaut mu sur h bar oméga, c'est bien sans dimension comme il se doit. Et donc j'obtiens ici mu sur h bar oméga 0 plus 1. C'était plus 1. Donc voilà les deux nouveaux états propres. Alors c'est bien d'avoir ce recul physique qui permet de vérifier qu'on est bien dans le fil de l'exercice, que tout ça est bien maîtrisé. Il y a une petite perturbation du hamiltonien. Ça modifie un petit peu, alors ici en fait à l'ordre 2 les valeurs propres, et ça modifie à l'ordre 1, à chaque fois on prend l'ordre le plus bas, les vecteurs propres, une petite modification par rapport à ce que ce serait si mu est égal à 0, et on retrouve ce qu'il faut quand mu est égal à 0. Donc ça donne confiance. Et puis alors il y a une autre chose qui est importante ici, donc toujours vérifier le sens physique, donc là on l'a, hein, petite perturbation par rapport à ce qu'on attend en cas non perturbé, le sens physique. Deuxièmement, l'homogénéité, enfin, c'est lié, donc on a bien ici un truc sans dimension, évidemment c'est des vecteurs de même ordre, de même type, et donc ce coefficient doit être sans dimension, il l'est bien, donc ça va, pareil ici. Troisième chose, très important aussi, c'est que vous savez que les vecteurs propres d'un opérateur auto-adjoint, comme c'est le cas ici pour H, les vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes sont toujours orthogonaux. Donc, un vecteur propre associé à lambda prime 0 et un vecteur propre associé à lambda prime 1 doivent être orthogonaux. Donc ça doit être orthogonal à ça. Sinon, on s'est trompé. Il faut aller chercher tout de suite l'erreur. Alors ça, c'est agréable parce qu'en fait, ils sont effectivement pas... Enfin, ils sont effectivement orthogonaux. Ça, je peux l'écrire dans la base des 0,1. J'ai 1 moins mu sur h bar oméga. Lui, j'ai mu sur h bar oméga 1, et si je fais ça fois ça plus ça fois ça, ça fait bien 0, donc ils sont bien orthogonaux. On est content. Donc voilà, c'est pas demandé, mais c'est ce genre de vérification qu'il faut faire pour s'assurer qu'on est bien sur les rails. Ça rassure, et surtout, ça permet de détecter les erreurs, parce que c'est très facile d'oublier un signe. Même l'homogénéité, on peut la perdre en route pour un mauvais recopiage sur un brouillon, etc. Donc vraiment, toujours vérifier le sens physique,
l'homogénéité, et puis voilà, ici l'orthogonalité, les petites choses qui peuvent y avoir en plus, les indications, les détecteurs d'erreurs qui peuvent arriver. OK, donc il ne reste plus que 2 questions, il faut que je fasse vite parce que je dois y aller, mais donc en utilisant l'expression de l'opérateur X donnée à la question 4, je vais effacer ça, je laisse le X0 si ça se trouve, on ne va même pas l'utiliser, tout ça pour ça. Donc, à la question 4, on donnait l'expression de x qui était x0 a plus a croix. En utilisant cette expression, calculer la valeur moyenne quantique de l'opérateur x, justement, dans le nouvel état fondamental O'. Donc, c'est la valeur moyenne des valeurs la moyenne des valeurs qu'on obtiendrait si on mesurait la position de la particule lorsqu'elle est dans l'état fondamental de l'oscillateur perturbé. Donc, c'est ça. Voilà, c'est plus facile de le montrer que de le dire. Et alors, pour ne pas trimballer des expressions compliquées, on nous demande d'appeler ça petit d. Donc, voilà, on définit d comme étant ça. Et on nous demande de le calculer. Alors, vous savez tous comment calculer la valeur moyenne d'une grandeur physique dans un certain état. On prend en sandwich la grandeur par le bras et le quête de l'état en question. Donc, c'est 0' x 0', et 0', c'est pas n'importe quoi, c'est ça. Donc, allons-y. Alors, le bras associé à ça, eh bien, c'est le bras de 0 moins mu sur h bar oméga, le bras de 1. Rappelez-vous, si jamais là, il y avait un nombre complexe, il faudrait prendre son conjugué, bien sûr, mais là, il est réel, donc c'est lui-même. Et puis, alors, x appliqué à ça, c'est x0 appliqué, enfin, c'est x0a plus a croix appliqué à ça. Alors, je vais mettre le x0 en facteur, parce que ça, c'est juste un nombre, ici. Et donc, j'ai a appliqué à ça, plus a croix appliqué à ça. Alors, j'ai effacé, mais vous vous en souvenez. A appliqué à 0, ça fait 0. A appliqué à 1, ça fait 0, justement. Ça fait descendre d'un cran avec la racine de 1 qui fait 1. Donc, c'est-à-dire tout ça, là, c'est ce que je suis en train d'écrire là. C'est moins mu sur h bar oméga, donc 0. Je suis descendu d'un cran. Et ensuite, plus a croix appliqué à 0, ça fait 1. Ça fait monter d'un cran, donc plus 1. Plus a croix appliqué à ça, alors avec donc en fait moins mu sur h bar oméga, et a croix appliqué à 1, ça fait monter d'un cran, ça passe à 2 avec la racine de 2. Voilà. Donc voilà ce qu'on a, la valeur moyenne des positions, là, si jamais on mesure la position dans l'état fondamental, ça va être ça. Alors, il y a juste à faire ce produit scalaire, enfin, ce bras appliqué à ce quête. Alors, évidemment, les vecteurs 0, 1, 2 sont orthogonaux. Donc, déjà, ce 2, là, il ne va rien donner. C'est-à-dire 0 scalaire 2 et 1 scalaire 2, ça fait 0. On peut l'oublier. 0 scalaire 1 et 1 scalaire 0, ça fait 0. Donc, il y a 2 termes, en fait, ici. Il y a le 0 scalaire 0 et puis le 1 scalaire 1 qui valent tous les deux 1, parce que ce sont des vecteurs, c'est une base orthonormée, ça. Donc, en fait, on a x0 fois moins mu sur h bar oméga pour le premier terme, plus, en fait, à nouveau lui-même, x0, parce que le 1 scalaire 1, mais il y a aussi le même moins mu sur h bar oméga, donc en fait, on a 2 fois ça. Donc en fait, on a moins 2 x0 mu sur h bar oméga. Donc voilà la réponse à la question. Voilà la valeur moyenne des positions. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez que ce n'est pas égal à 0. Ce n'est pas égal à 0, alors que si on est dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, alors classiquement, ça veut dire qu'on est là. Bien sûr, quantiquement, on n'a pas une position bien définie, ça, c'est pas possible. Mais le potentiel est symétrique, évidemment. L'état fondamental, la fonction d'onde de l'état fondamental, vous vous souvenez d'ailleurs, c'est une chose que vous pouvez savoir, enfin on l'a vu dans le cours que c'est une gaussienne, elle est évidemment symétrique par rapport à, suivant x, par rapport à l'origine. Il y a autant de chances d'être à droite que d'être trouvé à droite si on fait la mesure que d'être trouvé à gauche. Et par conséquent, la moyenne des valeurs x quand on est dans l'état fondamental de l'oscillateur harmonique non perturbé, eh bien évidemment,
c'est 0, et là, c'est pas 0. Et justement, parce qu'on a un petit décalage lié à la présence du champ extérieur, lié à la présence de cette force supplémentaire. Hein, si on reprend la petite image du ressort, donc, qui serait, s'il n'est pas perturbé, classiquement, sa position d'équilibre correspond à la longueur à vide, mais s'il y a une force en plus qui tire par là ou par là, suivant la direction du champ, évidemment, la nouvelle position d'équilibre va être décalée d'un petit d, qui est justement ce qu'il faut pour que la force, la force élastique vienne compenser le champ extérieur. Donc si le champ pousse par là, eh bien, ça va être un peu comprimé et la force élastique va repousser exactement d'autant pour faire l'équilibre. Si le champ est par là, ça va tirer et la force élastique va compenser. Donc vous voyez bien qu'effectivement, c'est normal qu'on trouve pour cet oscillateur harmonique modifié, compte tenu de l'interprétation physique qu'on a faite de ce terme supplémentaire dans le hamiltonien qui correspond à une énergie potentielle supplémentaire, donc à une force supplémentaire. Compte tenu de cette interprétation, on voit bien que c'est normal que le nouvel état fondamental ne correspond plus à une moyenne des positions égale à 0, c'est-à-dire à l'origine qu'on a prise pour le potentiel harmonique, mais un petit peu décalé. Alors, suivant le signe de mu, le signe de mu n'est pas précisé, on va être un petit peu par là ou un petit peu par là, mais ça va correspondre à la même énergie. Alors, justement, ce qu'on nous demande, donc vous voyez, le sens physique est important ici. Enfin, vous me direz, vous pouvez trouver ça, puis pas comprendre ce que ça veut dire, mais c'est toujours bien d'avoir en tête, de comprendre ce qu'on est en train de faire, parce que ça donne confiance, et puis, encore une fois, ça permet de rectifier des erreurs. Alors, donc la toute dernière question, c'est justement ça, calculer l'énergie potentielle d'un oscillateur harmonique classique analogue à celui étudié. Donc voilà, on reprend l'analogie comme si c'était classique. Et on nous demande l'énergie potentielle de l'oscillateur harmonique classique associé pour un déplacement petit d. Donc effectivement, c'est quoi le EP élastique qui correspond à ce petit déplacement, hein, qui est justement ce qui va compenser la force, le champ extérieur. Eh bien, ce petit d, précisément, on vient de le calculer, et donc on peut calculer l'énergie potentielle associée, le 1,5 de kx2, enfin kd2, alors le k, on a décidé de l'appeler m oméga 2, hein, pour s'intéresser raisonner plutôt sur la pulsation, mais peu importe. Et donc, il suffit de faire le calcul, hein. Ça fait donc 1,5 de m oméga 2, donc ça c'est la question 13. Celle qui porte malheur. Non, celle qui clôt en beauté ce petit problème. Donc 1,5 de m oméga 2 fois ça au carré, c'est-à-dire fois 4 x0 carré mu 2 sur h bar carré oméga 2. Alors il y a les oméga 2 qui s'en vont ici, why not? Et puis en fait c'est là, voilà, c'est là, j'avais besoin de x0. Je vais remplacer le x0 carré par ce que ça vaut, c'est-à-dire h bar. Donc je remplace x0 carré directement là, en live, par h bar sur 2m oméga. Et donc je vois que j'ai un 4 sur 2 fois 2, clac, clac, clac. J'ai un m ici, pouf. J'ai un h bar en haut qui vire un h bar d'en bas, e. Et donc, j'ai donc mu2 sur h bar oméga. Donc, voilà l'énergie en question. Et il y a le tout dernier point, c'est commenter. Eh bien, commenter, très astucieusement, j'ai laissé ça dans un coin. Eh bien, vous voyez que c'est exactement la quantité qui correspond au déplacement du niveau d'énergie, des niveaux d'énergie. De toute façon, on le voyait là. Hein. Ça, c'est non perturbé. Et en perturbé, on a dit qu'on écartait les niveaux. Donc, ça modifie le niveau d'énergie de combien? Précisément de l'énergie correspondante. Donc, évidemment, tout ça, si on le traduit, l'énergie potentielle en termes de force, on retrouve ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que, classiquement, la nouvelle position d'équilibre, qui n'est plus symétrique par rapport au potentiel harmonique, et puisqu'on a, en fait, on a rajouté une force,
dont l'énergie potentielle était en mu x sur x0, c'est-à-dire on a rajouté un truc comme ça. Oups. Si vous faites la somme des deux énergies, vous allez avoir un truc qui est décalé, alors d'un côté ou de l'autre, suivant si mu est positif ou négatif. En l'occurrence, ça va être comme ça, là, si j'ai fait mu comme ça, bon, qu'à cela ne tienne, vous faites la somme des deux, et vous voyez que la nouvelle position, elle est décalée, mais donc, justement, le niveau d'énergie... non, c'était l'inverse. Bon, enfin bref, oui, comme ça, oui, c'est ça, justement. Et ça le décale de ce qu'il faut, si vous faites la somme, ça le décale vers le bas, donc c'est bien moins delta E. On voit que ça abaisse le niveau d'énergie ici, et ça monte l'autre. Bon, bah, très bien, c'est comme ça, c'est notre calcul. Et vous voyez que ça correspond justement à une force. Maintenant, si vous convertissez l'énergie potentielle en la force, à l'endroit considéré, vous allez avoir une compensation des deux forces pour la nouvelle position d'équilibre, classiquement. Alors, ce n'est pas la particule à une nouvelle position d'équilibre, il n'y a pas de position d'équilibre, mais il y a un état fondamental qui est l'équivalent quantique de la position d'équilibre, qui ne peut pas être une position d'équilibre, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois une position bien définie et une vitesse bien définie, ce qui exige une position d'équilibre classique, c'est-à-dire on est quelque part à vitesse nulle, donc ce n'est pas possible, il n'y a pas d'état d'équilibre, mais il y a un état fondamental, et c'est ça, et donc on vient de calculer le niveau fondamental de l'oscillateur harmonique perturbé. Bon ben voilà, ça clôt, je crois, oui c'est ça, ça clôt complètement, en tout cas ce premier exercice du partiel. Je corrigerai le second un peu plus tard, dès que j'aurai le temps, là je dois y aller, donc à très bientôt pour la suite.